Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct chaque jour du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, vous les connaissez. Bien dans son job, on parle des podcasts. Les ficelles d'un podcast réussi avec Pénélope Boeuf, vous la connaissez, vous l'avez sûrement écoutée, entendue, fondatrice de la toile sur écoute. Elle est notre invitée dans Bien dans son job. Smart et réglo, c'est le focus juridique chaque jour dans notre émission. La mise en conformité du RGPD. On en a beaucoup parlé sur ce plateau. On imaginait que les choses étaient réglées. C'est pas si simple. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café avec Fanny Griesmer. Sujet ô combien sérieux. Les addictions, alcool, tabac, drogue. On est parfois un peu accro et ça s'est pas arrangé avec la crise Covid. On fera le point avec elle. Le cercle RH, c'est des experts de Smart Job comme chaque vendredi. Évidemment, ce plan de déconfinement, les restaurants, les cafés qui vont réouvrir. Et puis on parlera de choses importantes. L'emploi, qui a plutôt le sourire parce qu'il y a beaucoup de recrutement possible. Et puis la croissance qui est un peu en berne, 5% au lieu des 6 escomptés. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie. Ça aura évidemment un impact sur l'emploi et sur notre économie. Et puis on terminera avec le livre de Smart Job, comme chaque vendredi. Manager intermédiaire, les clés pour s'épanouir. Un livre concret, vous qui êtes manageuse ou manager intermédiaire, pour vous épanouir. C'est jamais simple, toujours entre deux cymbales, entre vos équipes et la direction. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, oui, bien dans son job, bien dans son podcast. Tiens, on pourrait intituler cette rubrique Bien dans son podcast avec Pénélope Boeuf. Merci Pénélope d'être avec nous. Avec grand plaisir. Vous êtes un peu une star des podcasts parce que vous me disiez des femmes principalement, mais les 15-70 ans, c'est Tintin et Milou vos podcasts. Tout le monde aime vos podcasts. Tout le monde, disons qu'une large cible aime mes podcasts. Ouais, ça va en effet de 7 à 77 ans. Ouais, entre les deux, c'est-à-dire que pour les 70 ans, vous êtes la petite sœur, pour les 15, vous êtes la grande sœur. Exactement. C'est la ça, petite fille, la sœur, la mère, la fille, la copine, la meilleure pote. Ouais. Des podcasts qui cartonnent, 4 millions d'écoutes. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans, parce que vous avez renversé la table, on va en parler il y a 2 ans. Et à travers des livres qui sont marrants, qui sont drôles, qui sont un peu à votre image, voilà, qui sont pétillants. Les aventures de Pénélope Boeuf. Alors ça, il y a 2 tomes chez Flammarion. Moi, j'ai La travailleuse acharnée, puis il y a un premier tome qui a bien marché. Et puis, alors voilà. Il y a 2 autres tomes qui sortent. Et il y a 2 autres tomes parce que Pénélope, non seulement enregistre, mais elle écrit beaucoup. Et puis, on va présenter le dernier, parce que ça, c'est une collection qui est très appréciée des lecteurs. C'est créer son podcast pour les nuls. Qui est sorti hier. Il est sorti hier. Ça, c'est génial parce qu'en ce moment, tout le monde ne parle que de podcast. Les entreprises. D'abord, un mot sur vous. On est dans cette rubrique Bien dans son job. Ça y est, vous avez trouvé votre place dans la société, vous qui avez vécu 1000 aventures dans plein d'entreprises, tout ce que vous racontez est vrai dans vos livres. Ouais. Vous l'avez trouvé votre place ou pas ? Ça y est. Ça y est. Je l'ai trouvée. Il m'a fallu 35 ans pour la trouver. En fait, j'ai galéré pendant 10 ans en passant par des boîtes dans le marketing, brand content, événementiel. Et un jour, à l'aube de mes 35 ans, je me suis dit, bon, ça suffit Pénélope, il s'agirait de te lever le matin en étant animée. Et là, je me suis dit, go, allez, on va raconter des histoires, parce que j'adore raconter des histoires. Et j'ai lancé mon studio, La Toile sur écoute, pour accompagner les marques dans la création de leurs podcasts. J'ai créé moi-même 10 chaînes de podcasts. Ça a bien fonctionné, j'ai fait des millions d'écoutes, j'ai signé des marques, j'ai sorti des livres chez Flammarion. Là, j'ai sorti hier le livre Créer son podcast pour les nuls, alors qu'il y a 2 ans, j'étais nulle et aujourd'hui, je conseille les nuls. Vous maîtrisez. Donc, j'ai envie de dire, je suis bien dans mon job. C'est quoi D'abord, vous donnez des conseils parce qu'aujourd'hui, on le voit, les marques s'intéressent beaucoup à l'audio, pas forcément à l'image, au son, à la voix. D'abord, vous avez découvert votre voix parce que c'est votre voix que vous posez sur vos. Ça fait quoi d'abord de mettre un casque, d'être devant un micro et de raconter sa propre histoire ? Alors, on n'entend pas vraiment sa voix. Enfin, moi, j'entends pas la mienne. Mais vous l'aimez votre voix ? Je m'en fous un peu. Franchement, elle m'indiffère. Je vis avec, je ne l'aime pas particulièrement, je ne la déteste pas particulièrement, je m'en fiche un peu. Mais elle vous sert, c'est un outil ? C'est mon outil principal. En revanche, c'est assez extraordinaire d'être dans un casque, dans sa bulle, à raconter des histoires face à un mur insonorisé. On est seul dans son truc et en fait, on pense qu'on est seul, mais en fait, pas du tout. Parce que quand vous sortez votre podcast, il y a 10, 100, 1000, des millions
d'auditeurs qui vous écoutent. Et on s'en rend pas compte au moment où on enregistre. Mais c'est assez jouissif finalement de se dire qu'on est tout seul, mais en fait, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui vont vous écouter. Qui vont vous écouter avec des retours, parce que j'imagine qu'ensuite... Les retours sont compliqués, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de plateformes qui permettent d'avoir des... Il n'y a pas de forum où on peut discuter entre podcasteurs auditeurs. Dommage, il y en a quelques-unes, mais c'est pas encore assez poussé. Mais les réseaux sociaux permettent les échanges. Votre philosophie, c'est quoi ? C'est raconter votre vie, c'est de faire partager des anecdotes, et finalement, celui qui va vous écouter va dire « Mais c'est dingue, j'ai vécu la même chose ». C'est un peu ça. Alors, ma philosophie, c'est de faire ce qui me plaît. Donc, d'un coup, j'ai une idée. Nos limites. Nos limites. J'ai pas de limites. Donc, d'un coup, je me dis, tiens, j'ai envie de faire une fiction, une comédie romantique. Boum, je fais une comédie romantique en fiction audio. Donc, vous l'écrivez d'abord. Donc, je l'écris, je l'enregistre, je monte, je prends des comédiens, etc. Ensuite, alors, je suis très en effet sur l'autofiction parce que j'ai toujours des histoires un peu rocambolesques et puis j'aime bien faire d'un épi-événement un truc un peu catastrophique, exactement. Et en effet, les gens aiment beaucoup ces formats-là parce qu'ils s'y identifient et ça leur plaît. L'identification et l'authenticité, ça plaît. Ça veut dire, je ne sais pas de vous donner d'idées, mais ça veut dire que ce que vous êtes en train de vivre là peut être aussi une source d'autofiction sur votre passage à la télé. Demain, ce passage est dans mon podcast, évidemment. Vous allez être cité, etc. Incroyable. Incroyable. Donc entendu par des millions on dit quoi, d'auditeurs, hein, c'est comme à la radio. Les conseils que vous donneriez, parce qu'il y a à la fois vos vies rocambolesques, assez incroyables, vous vous amusez beaucoup, vous racontez votre passage chez Audencia, là, par exemple. Alors vous êtes arrivé combien, 64e 64e, dernière sur liste d'attente pour mon école de commerce. C'est ça. Ouais. Et en fait, pour avoir mon Erasmus et choisir mon pays à l'étranger, il fallait... Alors, disons que c'était en fonction de son classement. Et moi, comme j'étais dernière sur liste d'attente, alors que je rêvais de Vietnam, de Pékin, etc. Vous à Châtellerault, quoi. Voilà, on me propose la Suisse et la Belgique. Ouais, d'accord. Et je fais une pénélopade, comme j'aime bien les appeler. Ouais, c'est-à-dire que j'ai fait un peu un coup de bluff, mais je spoile pas, mais je fais un coup de bluff et je me retrouve au Vietnam. Alors que vraiment, j'étais partie pour aller en Suisse et en Belgique. Et vous allez au Vietnam. Et je vais au Vietnam. Ça, c'est le volet, votre vie personnelle. C'est Pénélope qui se met en scène. Vous êtes devenu votre personnage, finalement. Complètement. Et vous vous amusez avec votre personnage. Et puis, il y a le volet business. Parlons-en un peu. Pourquoi, aujourd'hui, selon vous, les marques viennent au podcast ? Pourquoi, pour elles, aujourd'hui, c'est devenu important ? Parce qu'en fait, elles ont compris qu'il fallait qu'elles racontent des histoires, qu'elles prennent la parole, qu'elles aillent sur de l'intime, sur du confidentiel. La voix, c'est assez extraordinaire parce que ça laisse place à l'imaginaire. Et on peut parler à ses consommateurs, à ses clients de façon différente via l'audio que par l'image. Il y a quelque chose qui se passe à travers la voix. Clairement. Et en fonction de la voix que les marques vont embaucher pour faire ce podcast-là, il va se passer un truc. Exactement. Vous dites raconter une histoire, parce qu'en fait, les gens sont à la recherche de ça à travers des podcasts. Des moments de partage, des histoires. Alors, elles peuvent être drôles, ce qui vous arrive, mais ça peut être aussi des moments d'une grande intensité, non ? En fait... toutes les histoires, c'est-à-dire que ça peut être divertissant, ça peut être de l'apprentissage, ça peut être culturel, ça peut être engagé. Enfin, en fait, il y a tous les formats différents, toutes les thématiques différentes. Tant que c'est bien monté et que ça vous évade, les gens sont passionnés, on aime être évadés. D'ailleurs, c'est une nouvelle consommation, parce qu'on voit beaucoup de gens qui rient parfois dans le métro, dans le transport en commun. Peut-être qu'ils sont en train d'écouter un Pénélope Boeuf, mais peut-être, et un podcast, et on les voit sourire. Alors on se dit, tiens, ils écoutent Rire et Chanson. Non, c'est peut-être Pénélope Boeuf, parce que vous racontez un truc assez drôle et assez sympa. C'est une autre manière de consommer aussi de la culture, finalement, le podcast. C'est l'alternative par excellence aux écrans. Aujourd'hui, on n'arrête pas de regarder. On est gavé d'images. On est gavé d'images, on n'en peut plus. Et en même temps, c'est addictif, sauf qu'il y a l'audio qui arrive, les podcasts sont en train d'exploser. C'est encore un peu niche, mais c'est en train de s'ouvrir, c'est en train d'être un peu plus mainstream. Clairement. Et ça va exploser, là. Le prochain podcast, alors vous l'avez dit, c'est quand ? À quel moment vous mettez là devant tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je sors un podcast. C'est comme un écrivain en fait. Hein. Tous les jours, vous êtes devant l'ordinateur à faire votre podcast. J'enregistre, je monte, je diffuse. Tous les jours, je sors un épisode. Vous écrivez, il faut avoir le temps de l'écrire. C'est ma vie, donc toute ma journée, j'écris, j'enregistre, j'envoie des mails pour essayer de signer des marques, mais en parallèle, j'écris, je monte, c'est mon taf. Tous les jours. Tous les jours. Lundi, dimanche. Qui vous écoutent, samedi et dimanche compris. Alors, je fais des pauses, mais je travaille les épisodes du lundi, mardi, le samedi, dimanche, mais je les diffuse pas le samedi, dimanche. Je fais le lundi, vendredi. Donc ça veut dire que là, en quittant l'émission, vous retournez dans vos studios, dans vos bureaux studios. Vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez raconter ? Je réfléchis jamais avant. J'adore la page blanche. Je prends ma page blanche et là, je commence avec je regarde mon mur et puis tac, 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 ça déroule. Ça déroule. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que vous allez écrire. Pas du tout.
Pas du tout. Mais je suis pas angoissée, c'est pas grave, ça va venir. D'accord. Et il y aura donc l'émission là que vous avez vécue, sur laquelle le moins de petits détails, vous allez le faire grossir. Tout à fait, je vais romancer un truc. Vous allez romancer un truc. Pour être précis, sur toutes les plateformes, on vous retrouve, Pénélope. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, Castbox, toutes les plateformes. Ouais. Vous voyez faire du podcast combien de temps? Parce qu'on a le sentiment chez vous, et c'est ce que finalement vous racontez, que dans cette frénésie de vie que vous avez, ça peut encore changer. Vous pouvez dans 10 ans faire autre chose. Complètement. C'est ça, j'ai ce sentiment-là chez vous. Complètement. Alors le podcast, quand même, j'aime bien, ça a de l'avenir, ça me plaît, mais... On fait des rencontres intéressantes. On fait des rencontres intéressantes dans tous les domaines, mais ça ne m'a pas empêché de sortir une saga d'autofiction chez Flammarion. Là, je vais bientôt sortir une série télé. Donc, en fait... Sur la thématique de la vie de Pénélope? Non, mais c'est Pénélope qui raconte des histoires marrantes qui n'ont rien à voir, elles sont un peu inventées. Pénélope Boeuf, vous le dites bien dès le début, c'est pas un nom de scène. Non, c'est pas un nom de scène. Vous n'avez pas de pseudo, c'est vraiment votre nom. Bah oui, si j'avais pris un pseudo, j'aurais pas choisi Pénélope Boeuf, quoi. Bon, c'est ça. C'est génial. Le prochain, à quelle heure on pourra l'entendre? Il sera sur les plateformes à quelle heure? Ou celui d'aujourd'hui là? Il est en ligne demain matin. Demain matin? Ouais. En fait, je les programme tous à 2h du matin, comme ça les gens, quand ils se lèvent, ils l'ont. D'accord, donc il suffit d'aller sur Spotify et sur toutes les plateformes. Vous tapez Pénélope Boeuf et vous avez toutes les chaînes de Pénélope, mais le quotidien, il s'appelle Journal d'une reconfinée, parce que j'ai lancé Journal d'une confinée, couvre-feu, déconfiné, reconfiné, là c'est reconfiné. Et puis je vais sortir une nouvelle fiction qui va s'appeler La Maison du Cornichon, qui va sortir en septembre. Enfin, il y a plein de projets, il faut juste taper Pénélope Boeuf et vous tombez dessus. Avant de nous quitter, comme c'est une émission sérieuse sur l'emploi, le stand-up, ça vous attire pas? C'est marrant que vous disiez ça, bah si. Parce que vous êtes tout à fait faite pour le stand-up. Oui, après, c'est un autre métier encore. Donc, j'adore essayer des nouveaux métiers. J'y connais rien, donc j'ai besoin d'être accompagnée. Et puis, j'en peux plus de parler de moi, donc il va falloir que je trouve d'autres sujets, quoi. Ouais, vous trouvez un pseudo. Pénouche. Pénouche. Pénouche, c'est mon Voilà, pseudo. c'est Pénouche sur scène. Je vous souhaite plein de bonheur pour vos 10 chaînes. Puis tous ceux qui viennent vous voir parce que vous avez une expertise au-delà de la vie truculente, foisonnante. Il y a aussi une expertise que vous portez à travers vos activités Pour les marques. De la toile sur écoute. Et puis auteur chez Flammarion notamment, puis le podcast pour les nuls. Parce que beaucoup de gens cogitent en ce moment à se dire tiens, je vais faire un podcast, mais comment ça marche? Voilà, ça c'est le dernier. C'est le dernier bébé, créer son podcast, qui est une édition qui plaît beaucoup pour les nuls. Merci Pénélope Boeuf. Merci à vous de m'avoir J'irai reçu. vous voir sur scène. Cool. Moi, je sens que je vais venir vous voir sur scène. Quand toutes les salles seront réouvertes, je suis sûr que vous allez écrire un spectacle. Merci. Je vous mets une invitation. Bah, j'espère bien. Moi, je paierai mon invitation. C'est très cool. bien comme ça. C'est très bien. Merci Pénélope. Tout de suite, alors on revient à des sujets très sérieux. Le droit, rien que le droit. Bah, bien sûr, smart et réglo. Le RGPD, on en a beaucoup parlé. Ce sont les règles européennes, d'ailleurs, auxquelles vous êtes soumise. Tout le monde est soumis d'ailleurs à cette règle. Qu'est-ce que c'est exactement que le RGPD? C'est un mot barbare. On en parle tout de suite avec un avocat. Hamdi Kazanci, c'est un plaisir de vous accueillir, de vous réaccueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, dans notre rubrique Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, expert en vie des affaires chez SVP Information Décisionnelle, qui vient beaucoup chez nous et on vous remercie. Le RGPD, très sincèrement, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, qui sont des règles qui ont pu être très contraignantes. Moi, j'avais l'impression que c'était réglé, ce RGPD. Qu'est-ce que c'est d'abord le RGPD? Le RGPD, c'est tout simplement le traitement des données. On parle des données lorsqu'on est identifié dans une base de données, par exemple, ou votre carte de fidélité dans le supermarché. À chaque fois que votre nom, votre adresse, votre date de naissance ou même votre pseudo est cité, dans le cadre d'un podcast, par exemple, vous avez une donnée. Donc, si je suis cité dans le podcast de Pénélope Boeuf tout à l'heure, Oui. J'ai quoi? J'ai un recours possible? Oui, tout à fait. Vous pouvez lui demander de retirer votre nom. Je peux lui demander. Tout à fait. Et ça, ce sont des règles qui n'existaient pas avant que l'Union européenne crée ces règles RGPD. S'il y avait déjà des règles de confidentialité, non? Il y avait des règles, mais c'était plutôt de l'ordre de déclaratif. La personne qui souhaitait faire un traitement de données faisait une déclaration à la CNIL et après faisait sa petite, excusez-moi du terme, sa petite toutouille dans son coin. Aujourd'hui, on est venu centraliser tout ça. Alors, les règles, c'est le règlement européen général sur la protection des données, c'est une loi de 2016. Pour être précis. C'était quoi déjà à l'origine? C'était pour répondre au boom d'Internet qu'il fallait réglementer? Non, les données ont échappé aux législateurs. Ils se sont retrouvés dans une loi de 78 au niveau français qui commençait à être désuète. Tout à fait. La CNIL est toujours là. Oui. Mais, toujours là, oui. Toujours là. On s'est retrouvés on avait un mastodon. Une vieille esquisse d'une commission qui n'arrivait pas vraiment à gérer les géants du web, malheureusement. Mais il ne faut pas penser les données qu'au niveau des géants du web, pour la simple raison que la donnée, c'est partout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on ouvre un site internet, n'importe lequel, on nous demande d'accepter ou pas.
Oui, et Ça, c'est le RGPD, c'est la conséquence directe du RGPD. tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a une nouvelle législation, vous parlez des cookies et notamment des publicités ciblées. Faut être réaliste, au niveau des règles des cookies, quasi personne ne les respecte aujourd'hui. Les cookies, c'est pas les gâteaux, on est d'accord. Non. Les cookies, ce sont les publicités qui viennent C'est ça, les cibler. publicités. Tout à fait. C'est la publicité ciblée qui devait être régulée dès 2018. C'est en cours, si j'ai bien compris là. Tout à fait. Il y a une volonté de taper de moins cibler les publicités, donc d'être un peu plus large et de ne pas être envahi lorsqu'on a cherché une chaussure par toutes les marques de chaussures. C'est ça. J'ai été victime ce matin d'une situation où j'ai cherché une montre et automatiquement, mon smartphone m'a bombardé de publicités, alors que je n'ai ni accepté ni refusé les cookies. Donc ça, normalement, c'est en cours, si j'ai bien compris. En tout cas, en France, ça va être interdit. C'est interdit depuis janvier déjà. Et on continue toujours à vous inonder. Ouais. Qui doit se mettre en conformité réellement avec le RGPD? C'est-à-dire, moi, citoyen, ou il faut avoir une entreprise? Tout en bas de l'échelle, c'est les associations. Et plus on monte, c'est-à-dire les petites entreprises, les grandes et les institutions publiques. Très concrètement, on a fait quelques émissions sur ce sujet. On y a vu quand même des contraintes assez lourdes pour les entreprises. C'est un coût pour l'entreprise, la conformité RGPD? Tout à fait. On estime entre 2 000 euros pour une petite entreprise et ça peut monter très haut. Une société du type Microsoft, c'est en millions d'euros. C'est-à-dire que ça consiste en quoi? Elle doit regarder, faire un état des lieux de ses données, elle doit faire un stockage, elle doit les répertorier. Comment ça marche ce RGPD? La première chose qu'on conseille, nous, c'est de faire une cartographie, de prendre l'ensemble de nos données, de les mettre dans un sac et de piocher pour voir quel type de données on a. Le but du RGPD, c'est de prendre le moins de données possible, limiter l'accès aux données et sécuriser les données. Donc ça veut dire que l'entreprise fait un état des lieux de ses données, C'est ça. et ensuite elle les transmet à une institution pour dire j'ai ça comme données, mes données sont celles-là. Comment ça se passe? Non, pas une institution. La CNIL s'est retirée à ce niveau-là. Il n'y a plus de déclaration. D'accord. On fait notre affaire tout seul. Rappelons qu'auparavant, c'est la CNIL qui supervisait ce C'est genre, ça. mais elle ne peut plus, vu le volume des données. Donc c'est l'entreprise elle-même qui va classer et répertorier ces données. C'est ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est de protéger le consommateur avec le RGPD? C'est toujours de protéger le consommateur. La preuve avec vos montres? C'est ça, c'est bien ça. Ouais. Et on se retrouve dans une situation où la CNIL a été débordée. On part du postulat qu'aujourd'hui, la CNIL a une moyenne de 50 mises en demeure par an et 10 sanctions par an. C'est quasi nul. Donc on a décidé... Avec Vu le volume de données. C'est bien ça. Bon, certains n'y échappent pas. Les grands du web, par exemple Google, qui viennent se faire sanctionner à 100 millions d'euros au niveau français et 1,4 milliard au niveau européen. C'est des grosses sommes, mais quasi nulles pour Google. Ouais. Et Amazon récemment encore sur les cookies. Mais le but du législateur, c'est de laisser de côté les gros du web et de s'attaquer aux petites entreprises qui, eux, ne respectent quasiment pas le RGPD. Donc, si elle respectait le RGPD, elle ne pourrait pas envoyer sur votre messagerie, sur votre mail, des cookies. Et pourtant, elle le fait. Elle le fait. Quels sont les garde-fous possibles avant de nous quitter? Parce que si elle le fait, il faut que des gens viennent vérifier informatiquement qu'elles le font. Qui contrôle tout ça? C'est vous et moi dans la vie de tous les jours. Donc c'est à moi de me plaindre. Donc vous allez devoir prendre votre téléphone? J'ai déjà fait le nécessaire. Alors comment on fait? Tiens, ça c'est très concret. En fait, tout simplement, vous faites un mail à la CNIL ou à la répression des fraudes. En fait, ce sont des faisceaux d'indices, des regroupements ou des associations de consommateurs qui vont relayer l'information. Et ça va très vite. Excusez-moi, mais Hamdi, il faut quand même avoir le mail de la CNIL, un contact un peu précis, parce que vous êtes du métier, mais oui. Un citoyen qui se retrouve inondé d'informations, il a un mail, il a un service dédié, parce que qu'est-ce qu'il dit? Je suis inondé de mails? Non, tout simplement, la première chose à faire, c'est de prendre une copie d'écran. C'est ce que j'ai fait ce matin. Et je l'ai envoyé, moi, à la répression des fraudes. D'accord. Et tout simplement, sur Internet, j'ai tapé publicité ciblée, non voulue, répression des fraudes. Je suis tombé sur le mail générique, je l'ai envoyé. Ça, c'est juste un des moyens. La plupart des consommateurs, je serai eux, je verrai avec un UFC Que Choisir une autre association qui permet de relayer l'info. Quand vous faites la captation d'écran, ça c'est très facile pour tout le monde, chefs d'entreprise, citoyens, salariés, qu'importe. Ensuite, la répression des fraudes peut sourcer d'où viennent les mails là, que vous envoyez? Peut revenir vers vous ou sourcer, c'est en fonction de la géolocalisation ou de l'information. Avant de nous quitter, imaginons que cette affaire de montre qui est passionnante pour le coup, qui part d'un tout petit événement et qui peut devenir très grave, allons au bout de l'histoire, la répression des fraudes enclenche la procédure. Qu'est-ce qu'en bout de chaîne risque l'entreprise qui vous a inondé de montres? C'est une petite entreprise, pas grand-chose. Ce sera une mise en demeure. Mais avec la prochaine loi 4D qu'on attend d'ici peu,
qui a été proposé en février. Normalement, toutes les petites entreprises, il y aura une automatisation de la mise en demeure. Et là, ce sera beaucoup plus facile. Donc, automatisation, compte tenu que vous nous l'avez dit, que depuis janvier, normalement, les publicités ciblées, grâce au RGPD, sont interdites. Tout à fait. Et l'exemple contraire nous a été démontré il y a 2 minutes. C'est ça. Voilà. Et vous l'avez trouvé, votre montre ? Malheureusement, non. Et il n'a pas trouvé sa montre. Voilà. Merci Hamdi Kazanski. Vous êtes expert en vie des affaires. On a tout compris parce que vous l'avez dit avec beaucoup de simplicité, alors que Dieu sait si le sujet RGPD est complexe. N'hésitez pas à réagir. Devenez des citoyens engagés et défendez-vous, évidemment. Et on vient de l'entendre. C'est un conseil très pratique. SVP Information Décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Puis j'espère quand on se reverra, vous aurez enfin trouvé votre montre. Espérons, c'est pour mon anniversaire. C'est pour votre anniversaire. Bon, on va tout savoir. Merci. Voilà. C'était un plaisir de vous accueillir. On a appris plein de choses sur ce RGPD. Tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griesmer, c'est un sujet sérieux. Les addictions au travail. Bah oui, il y a eu beaucoup d'affaires autour du tabac, de l'alcool et bien sûr des drogues. Et vous allez le voir avec Fanny, les choses ne se sont pas arrangées avec la crise Covid parce que, évidemment, on a travaillé chez nous et on avait, je dirais, le placard à apéritif à portée de main. C'est tout de suite, c'est la pause café. Fanny Griesmer, j'en ai perdu mes feuilles. Moi, je suis addict au travail, comme vous avez remarqué. On va parler de l'addiction. Fanny, c'est un vrai sujet parce que sujet de société. Vrai sujet, surtout un phénomène en fait beaucoup plus répandu qu'on ne le pense et passé sous silence, la consommation de substances dites psychoactives sur les heures de travail. Tabac, alcool, cocaïne, amphétamine, cannabis, aucun métier ni secteur ne serait épargné. Une consommation sur le lieu de travail, mais aussi à domicile, bien sûr, avec la généralisation du télétravail, qu'elle soit licite ou illicite, toutes ces substances, qui plus est addictives, sont néfastes pour la santé. Derrière l'omerta, il y a donc un enjeu de santé publique, c'est sûr, mais il y a aussi un enjeu majeur pour les entreprises qui sont tenues par une obligation générale de sécurité à l'égard de leurs salariés. Sujet tabou, mais avec quand même une consommation évidemment plus importante qu'on ne l'imagine. Beaucoup plus fréquente, difficultés de concentration, recherche de la performance, stress intense, problèmes personnels. Nombreuses sont les raisons qui poussent certains salariés à consommer des produits stimulants ou relaxants dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, ces comportements, on les associe aux jeunes loups enragés de la finance ou peut-être aux publicitaires et créatifs décomplexés à la recherche de l'idée du siècle. Et pourtant, non, aucun secteur n'y échapperait. Déjà en 2019, dans un sondage ELAB mené pour GAE Conseil, un cabinet spécialisé dans la prévention des addictions en entreprise, 44% des salariés sondés estimaient fréquentes les pratiques addictives dans leur milieu professionnel, c'est presque un salarié sur 2. Chiffre considérable que le dernier baromètre de Santé publique France sur la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel publié mardi vient corroborer. Un baromètre qui a été réalisé sur un échantillon de plus de 25 000 personnes. Ça a permis d'établir une cartographie en fait par secteur des consommateurs déclarés, je précise, de drogues licites et illicites. Alors, aucun secteur épargné, je le disais. Exactement, c'est ça. Et toutes les autres, globalement, illicites. Le chocolat, c'est une drogue licite ou pas ? J'espère que c'est licite. C'est certainement la drogue que je consomme le plus. Donc, aucun secteur épargné, comme je vous le disais. On observe quand même des niveaux un peu plus supérieurs dans certains secteurs. C'est le cas notamment dans l'hébergement et la restauration. Les arts, spectacles et activités récréatives, consommation supérieure à la moyenne pour tous les produits, et c'est valable chez les hommes comme chez les femmes. À l'inverse, il y a des secteurs où la consommation est moindre. Il s'agit de l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale, l'information et la communication, ou encore les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Oui, il y a quand même le risque des paradis artificiels, c'est-à-dire de s'oublier un peu plus encore, parce qu'on est chez soi, parce qu'on est bien. Totalement. Alors c'est vrai que les drogues comme soupape de décompression, comme béquille pour gérer le stress, comme stimulant aussi pour coller au rythme imposé
ou que l'on s'impose. Peu importe l'effet recherché, la prise de drogue n'est pas sans risque. Un risque, bien sûr, pour la sécurité et la santé des salariés qui consomment ces substances, voire de leurs collègues. Et l'impact peut être majeur sur l'activité professionnelle. Dès lors, il devient une problématique, un sujet de préoccupation pour les entreprises. D'après l'Institut national de recherche et de sécurité, 15 à 20% des accidents du travail sont liés à des pratiques addictives. Alcool notamment, drogue. Or, la législation engage la responsabilité des entreprises et l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses employés. Il y a le petit problème de l'apéro, qui est un vrai sujet répétitif chaque semaine, normalement interdit, qui est un rite et qui normalement est interdit sur le lieu de travail. Vous savez qu'on a certains alcools qui sont autorisés, ça doit être le cidre et le poiré. Ouais, le cidre et le poiré, bon, c'est pas joyeux. Quand même, c'est plus difficile, vous le disiez, avec la distance. Mais bien sûr, la distance qui a tout changé, mais qui a aussi accru les risques de conduites addictives. Le télétravail a fait émerger de nouvelles formes de pression, c'est une chose. Il y a aussi l'isolement, la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, puis le désœuvrement face à l'incertitude, des facteurs de risque de conduites addictives chez certains salariés. Ça a fragilisé aussi d'autant plus certains salariés qui étaient déjà assez fragiles. Et c'est vrai que si sur le lieu de travail, la recherche de la performance se faisait des fois un peu en toute discrétion. Aujourd'hui, en télétravail, il n'y a plus de cadre, plus de contrôle, ni le regard des autres. Donc un accès plus facile et illimité à ces substances. Télétravail qui rend ainsi complexe la gestion des pratiques addictives. Il atténue, dissimule certains signaux. Et pourtant, la prévention de ces risques incombe toujours à l'entreprise qui garde les mêmes obligations de sécurité à l'égard de ses salariés, qu'ils soient en télétravail ou en présentiel. Bien sûr. Télétravail avec des sondages, un sondage là, qui est terrible. Qui est assez terrible et surtout, ça a en fait monté, il y a eu l'angoisse, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, chez nous, c'est vrai qu'on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et selon un sondage Odoxa réalisé en novembre dernier, apparemment, le télétravail cristallise les inquiétudes autour de risques très particuliers. Alors bien sûr, on a le tabac en tête, l'alcool, le cannabis, les médicaments et les drogues en général. Mais il y a aussi, et ça arrive en première position, c'est le temps passé sur les écrans, qui est une addiction aussi. Et une autre addiction à laquelle on ne s'attendait pas forcément, pourtant largement citée par les personnes qui ont été interrogées. La moitié des Français et plus de 61% des télétravailleurs considèrent le workaholisme ou l'addiction au travail comme un facteur aggravant. En tout cas, le télétravail est un facteur aggravant sur ce type d'addiction et qui peut aussi engendrer d'autres addictions. Beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool, parfois des drogues, évidemment. Puis on se souvient, vous vous rappelez de ce pilote d'avion qui avait pris de la cocaïne parce que les pilotes d'avion étaient touchés eux aussi par une addiction. En tout cas, le workaholisme. On apprend plein de mots dans la pause café de Fanny Griesmer. Merci Fanny. Merci à vous. C'est un plaisir. On se retrouve bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures. Des aventures, pas aventours. Des aventures. On va le dire convenablement. On fait une courte pause et puis on retrouve nos experts, les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Évidemment, le déconfinement qui va permettre la réouverture des cafés, des restaurants. Tout le monde se prépare et tout le monde a envie. Et puis, il y a évidemment les chiffres de l'emploi qui sont plutôt bons, malgré comme ça ce paysage un peu sombre. Les chiffres sont bons. En revanche, la croissance n'est pas à la hauteur des espérances du ministre de l'économie. 5% seulement et un déficit évidemment qui explose. On en parle avec nos experts. C'est dans quelques instants, après cette courte pause. Le cercle des experts, vous le connaissez, c'est chaque vendredi pour examiner l'actualité. Elle est dense, l'actualité autour de l'emploi, évidemment, et de l'économie de manière un peu plus large. On va parler du déconfinement et de l'ouverture des cafés-restaurants. Tout le monde est prêt, vous avez vu, on est en train de visser les terrasses pour essayer de créer une dynamique économique. Il y a les chiffres de l'emploi qui sont bons. Il y a pour septembre de très bons chiffres avec du recrutement, avec des secteurs qui cartonnent et qui vont embaucher. Et puis il y a des chiffres de croissance
commerces qui sont moins bons que prévu. Ça, c'est pas bon pour l'emploi. 5% au lieu de 6 et un déficit à 9%. Rappelons que les règles de Maastricht, c'était 3 et qu'avant le confinement, on était à 2 et qu'on réussissait doucement à réduire nos déficits. Là, évidemment, c'est très compliqué. Marine Balançard, merci de revenir sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Et puis, vous êtes en réflexion aussi sur la notion de décision. C'est quelque chose qui vous habite. Absolument. Comment on décide, pourquoi on décide, comment ça se passe. Ça, c'est passionnant. Ça, c'est des sujets que vous posez peut-être au ministre de l'économie quand il fait des choix stratégiques. Emmanuel Macron directement, je pense. Et le président de la République, exactement, sur sa façon de décider. Dominique Restineau, parfois aussi, vous décidez, souvent vous décidez. Président de la CCI Paris, fondateur de Mouv'J. On en a parlé de Mouv'J avec votre secrétaire général il y a quelques semaines. Et cofondatrice. Et cofondatrice. C'est intéressant parce que c'est vers vous que je vais me tourner tout de suite. Déconfinement, 4 étapes, on les a suivies. 19 mai, 9 juin, 30 juin. Bientôt, peut-être, on retirera les masques. Cafés, restaurateurs, commerçants sont évidemment en première loge pour attaquer. Un état des lieux de la situation. Est-ce qu'on est dans une sorte d'euphorie joyeuse ou est-ce qu'on est quand même dans une situation économique un peu en demi-teinte parce que certains, quand on se balade dans Paris, on voit des rideaux tirés et on voit que certains ne vont pas les réouvrir. Quels sont vos chiffres ? Alors, l'état des lieux, vous circulez dans Paris, c'est assez simple. Il y a des rideaux qui sont effectivement baissés. Il y a un petit peu de click and collect, mais les magasins sont fermés, les restaurateurs aussi. Donc c'est une ville très triste malgré tout. C'est triste, mais bientôt on va réouvrir. Bientôt la vie va reprendre. Est-ce qu'on aura toujours ces rideaux tirés, c'est-à-dire des commerçants, 1 ou 2 salariés, parfois tout seuls, qui disent je ne peux pas rattaquer ? Qu'il y ait des difficultés, j'en suis convaincu. Cependant, on ne peut pas enlever, en tout cas c'est ce que je pense, à ce gouvernement d'avoir fait son quoi qu'il en coûte. Il peut y avoir encore quelques trous dans la raquette, mais globalement... Ça, c'est incontestable. Voilà, ils ont été là. Donc, l'important, et comme je l'ai dit sur votre antenne, comme je l'ai dit sur d'autres antennes, moi j'ai toujours préconisé, en tout cas depuis un bon moment, et il y a des preuves dans ce que j'ai dit, de réouvrir, qu'il fallait réouvrir, et même les commerces, avec des jauges. C'est ce qui va se produire, d'accord ? Mais il fallait réouvrir, tout simplement, c'était ma position. Pour des raisons presque psychologiques, j'ai envie de dire. Et je disais, vous savez, c'est simple, hein, je viens hier à la Chambre de commerce de Paris de participer, d'amener à la création de la structure APESA Paris. APESA qui est une structure associative nationale, mais il n'y en avait pas à Paris, en soutien psychologique pour les chefs d'entreprise. Personne s'en occupe, à part APESA. Très peu. Très peu, Donc, voire oui, pas en d'ailleurs. soutien psychologique, c'est donc il y en a qui sont en train de péter les plombs, pour le dire simplement. Mais bien sûr qu'il y en a où c'est très difficile, mais j'ai également eu des restaurateurs qui m'ont dit, sincèrement, ça se passe plutôt bien, parce qu'il y a eu un vrai soutien. C'est clair, PGE. Mathias Leboeuf nous a rejoint, il a couru, journaliste, philosophe, c'est un marathonien avant de venir à l'émission, et puis vous écrivez dans Dirigeant, le magazine Dirigeant sur Internet et en papier, si je ne m'abuse. Marine Balançard, votre état d'esprit, parce que là on était sur le terrain, au plus près des commerces. Comment vous regardez... Et des entreprises. Hein. Et les entreprises, parce que la CCI sur les entreprises, les artisans, les entreprises. Ouais. Vers quoi on va là ? Si vous aviez une boule de cristal, et c'est difficile évidemment. Si on prend un peu de recul, si on regarde vu d'en haut, on est entré après un temps sanitaire, purement sanitaire, puis sanitaire et économique. Là, on est rentré dans un temps politique. Donc de toute façon, on allait réouvrir. De toute façon, maintenant, c'est la politique qui prime. Et puis on l'a vu avec ce psychodrame en PACA. Donc il faut réouvrir, il faut que les gens soient contents. Il faut créer de la joie. Il faut créer de la joie, on va voter. Et donc, le parti du président est quand même assez mal parti, c'est le cas de le dire. Et donc, il faut trouver des électeurs, il faut donner une impulsion. C'est ça. Et il ne peut pas s'appuyer sur son bilan vraiment de la crise. Et donc, il va essayer de créer cette joie, cette perspective. Et surtout, il va essayer de faire s'effondrer sur eux-mêmes ses principaux adversaires. Donc, les Républicains,
Exactement. On se Et souvient c'est ce qui a d'ailleurs commencé ces derniers On jours. se souvient de 98, Mathias Leboeuf, quand c'était la Coupe du Monde et que les présidents attendaient la victoire de la France, parce que ces événements majeurs ont une incidence sur l'économie, sur le moral des Français et sur le moral des chefs d'entreprise. Donc en recréant de la joie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? On avait des temps sanitaires très douloureux, difficiles, contraignants. Puis à un moment donné, il y a eu un temps d'économie. On nous a dit attention, l'économie est en train de lâcher. Et puis là, on est rentré dans une espèce de temps de l'été, les fleurs, la joie, comme si tout d'un coup, hop, tout repartait. C'est plus compliqué que cela quand même. Non, mais ce que dit Marine est très juste, c'est qu'on rentre dans un temps politique et qu'on va... Moi, ça fait suffisamment longtemps que je fais du journalisme politique économique pour m'apercevoir que, rebelote, on a de la communication et tout d'un coup, la tendance, ça va être de nous dire attention, tout va très bien, Madame la Marquise. Les chiffres de l'emploi, c'est formidable, il y a une promesse, l'investissement, oh là là, tous les pays veulent investir en France. Donc, bon, c'est le jeu, hein, effectivement, on va avoir ça. Ce qui est difficile, c'est de faire la part du juste là-dedans. La vérité dans tout ça, ouais. Alors, c'est une bonne chose que les commerces rouvrent. Moi, j'étais pas partisan de la fermeture. Je pense qu'on n'aurait pas dû fermer. Je pense qu'on aurait dû rester ouvert avec des jauges. Ah, voilà. On est d'accord. Voilà. Mais tout le monde était presque d'accord là-dessus, sauf ceux qui ont décidé de fermer. On a mis le pays sous cloche, une espèce de cloche sanitaire, et ça va être très compliqué. Et je pense qu'en plus, la deuxième vague, ça sera la troisième vague sera une crise économique, et ça, on va le mesurer en septembre. C'est-à-dire que là, l'été, effectivement, la consommation va repartir. Mais Mathias, c'est assez paradoxal parce qu'il y a des experts économiques, mais des journalistes économiques patentés que je ne citerai pas, mais qui disent mais attendez, il faut peut-être pas se tromper. On nous annonce finalement comme ça le Waterloo, l'horreur absolue de septembre. Certains disent bah non, peut-être pas. Vous en pensez quoi, vous, Marine Malançard ? Parce qu'il y a quand même des indicateurs. Regardez le chiffre qu'on va vous montrer là sur les emplois et les créations d'emplois. Est-ce que c'est un trompe-l'œil ? Est-ce que c'est de la communication ? On va le voir, c'est 2 millions, si le chiffre arrive, et voilà. 2 723 000 projets de recrutement, soit 30 000 de plus qu'en 2019. J'ai espèce de comme ça d'effets cliqués. On se dit alors c'est la joie, c'est la tristesse, c'est quoi ? C'est la perplexité, parce que les chefs d'entreprise, quand on les interroge, il y a eu un baromètre là, qui est sorti fin avril, début mai, 72% d'entre eux pensent que le chômage va augmenter. Oui. Ben oui, mais ce chiffre, les Français, c'est pareil. Donc c'est un chiffre trompe-l'œil. C'est un chiffre trompe-l'œil, pourquoi ? Parce que depuis un an, il est 2 fois trompe-l'œil, ce chiffre. Depuis un an, les recrutements quand même, ont quand même périclité. C'est très difficile de recruter en temps de crise, et non seulement de recruter, mais d'intégrer. Vous en avez parlé suffisamment ici, les jeunes qui intègrent des entreprises aujourd'hui. On a le pied sur le frein. C'est très compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est que on s'apercevra dans quelques mois qu'il y a un nombre de licenciements qui vont avoir lieu, et de licenciements économiques. Et ce chiffre-là ne prend pas en compte. Donc là, le ballon de l'emploi, c'est la promesse. Le ballon de la promesse, il est gonflé. Bol d'air. Mais il risque de faire pchit très vite. Dominique Restineau, je reviens à vous, parce qu'à la CCI, vous avez des indicateurs, vous avez des chiffres. Est-ce que ce chiffre est en trompe-l'œil ? Est-ce que vous me dites qu'il faut être prudent ? Parce qu'il y a effectivement des secteurs qui cartonnent, et on sait qu'ils vont repartir, et puis on a qui ne vont pas repartir. Et c'est ça que les Français voudraient savoir. À la CCI, certes, mais je suis avant tout un entrepreneur. Bien sûr. Et donc, je recrute, et moi, je recrute en ce Vous recrutez voilà, dans l'intérim. Alors, en plus, c'est mon secteur d'activité en tant que chef d'entreprise. Je suis un cabinet de recrutement et également intérim. Donc, des besoins, il y en a. Après, il faut trouver les personnes adéquates. Ça, c'est un autre sujet. C'est on un n'a autre pas la main-d'œuvre qui Là, correspond. effectivement, les 2 700 000... Trompe-l'œil ou pas ? C'est une déclaration, c'est du déclaratif. Alors, je dis pas que c'est une promesse. Je pense que c'est du déclaratif. Vous avez envie d'y croire ? Je pense qu'il va y avoir un besoin. Il va y avoir un besoin parce que l'activité va repartir. Je vais vous prendre un exemple. Nous sommes en Île-de-France, et donc, dans l'Île-de-France, il y a Paris. Il y a une activité, et Paris, depuis plusieurs années, 3-4 ans, avec tout ce qui s'est passé, a énormément subi les gilets jaunes, les grèves, les machins, tout ça. C'est clair. Et notamment aujourd'hui, il n'y a pas de touristes dans Paris. Il n'y a pas de touristes. C'est terrible. Peu en région. Il y avait avec ce confinement. Rien à Paris. Et les Mort de touristes, plaine. vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, et hier soir par exemple, vous savez qu'à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, nous avons 3-4 grandes activités. Le soutien et l'appui, l'accompagnement aux entrepreneurs, commerce,
artisanat aussi bien sûr, sociétés, TPE, PME, mais également les entreprises de services, des gros nombres d'entreprises de services. Derrière, vous avez également les congrès et salons avec Viparis. Plus rien. Alors, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les salons repartent. Plus petits, ça Jaugé. de préparer. Jaugé, bien sûr. Il va y avoir, avec les nouvelles annonces du gouvernement, les possibilités en septembre d'avoir, par exemple, ça a été confirmé hier soir, me semble-t-il, le salon Maison et Objets, qui est un grand salon, et également en septembre, physiquement. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de gens qu'il y a pu y en avoir, mais ça va repartir. Il y a Donc, ça un peu va créer de d'espoir. l'emploi. Le mot, c'est l'espoir. Et je souhaite avoir cet espoir. Je pense qu'il y a de bonnes raisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a la vaccination. Il y a plus... Si, même s'il y a des 2 ans moins. Je ne La conteste pas, les différence chiffres avec sont ces bons, hein. derniers mois, Arnaud, la différence avec ces derniers mois, C'est c'est qu'on qu'il n'y avait vaccine. pas la vaccination. Aujourd'hui, il y a la vaccination. Ouvert aux 50 ans, parce qu'il y avait ce grand débat, il s'est fait attendre 50 Je vais ans. pouvoir y aller. C'est 50 ans, moi je vous le dirai pas, mais en tout cas, ceux qui ont... je vais pas vous le dire. Marine, Moi non plus, oui. bien sûr, mais je vous le demande pas non plus, Marine Non. Balançard, si vous allez vous faire vacciner. Concrètement, septembre, vous le regardez comment ? Vous qui êtes aussi à travers votre expertise, le cabinet que vous représentez sur ce plateau, on est quoi ? C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On est dans une espèce d'effet d'optique un peu. On crée de la joie, on crée comme ça une sorte d'euphorie pour relancer la machine. Ou est-ce que quand même on l'aura ce trou d'air ? On l'avait évoqué en mars dernier. Vous avez dit en mars, ça va s'arrêter. Les aides ont été prolongées. La clé pour moi, c'est la confiance. Enfin, la croissance, c'est la confiance. Et la confiance, elle est à 3 niveaux. Elle est dans le consommateur, puisque ça va être une relance par la consommation. Ouais, Donc, est-ce que les gens vont vouloir dépenser tout ce qu'ils ont économisé pendant cette crise ? Sortir leur épargne. Sortir leur épargne. Et comment leur faire sortir leur épargne pour la consommation ? Ça a un peu commencé, vous avez vu, on permet de pouvoir donner Voilà. de plus grosses sommes dans des délais plus courts, plus espacés, 15 C'est ans, très- 5 ans au lieu de 15 ans. Voilà. Le deuxième niveau de confiance sont les entrepreneurs, comme disait Dominique Restineau, mais eux, ils ont un tropisme ou une tendance à être très optimistes par nature et à prendre des risques. Donc je ne m'inquiète pas Entrepreneurs. trop pour les entrepreneurs, qui sont une catégorie bien à part. Et puis après, il y a la confiance dans l'État français, qui est surendetté, qui est à la merci d'une remontée de taux. Et là, c'est Les plus taux n'ont inquiétant. jamais été aussi bas. Hein. Les Le taux taux sont très directeur bas, est- donc ils peuvent l'État faire monter. emprunte à des taux très bas, mais on a un endettement qui est catastrophique par rapport Colossal. à l'Allemagne, colossal, et on n'a pas fait les réformes. Donc si le président veut faire le bilan de son mandat, il n'y a pas eu de réforme structurelle. Donc est-ce que les étrangers vont garder confiance dans la France ? Mathias Voilà Leboeuf, la c'est ce question. chiffre, c'est Bruno Le Maire qui le portait il y a quelques jours. On annonçait 6, voire même 7. On révise notre croissance à 5. Bon, c'est déjà ça. Et puis un déficit à 9%. Voilà, 5% pour 2021. C'était 7 normalement prévu. Ça, c'est jamais très bon pour l'emploi, quand une croissance n'arrive pas finalement à emmener les créations d'emplois. Et puis 9% de déficit. On a quand même des indicateurs qui nous disent que l'année 2021, voire 2022, s'il y a de l'inflation, ça va être difficile. Ah bah, c'est sûr que la dette a été creusée de façon colossale, mais pour le Quoi coup, qu'il en coûte, c'est vraiment quoi oui, qu'il en coûte. Quoi Hein. qu'il en coûte, et je pense qu'il y aura une période où on est sorti de l'orthodoxie financière des déficits maîtrisés, mais ça, je pense qu'il y aura une période de latence où, de toute façon, les organismes... Tous les pays Oui, tous les pays, parce que les dettes sont à mesurer les unes par rapport aux autres. 490 milliards la dette Covid là. Hein. Après, pour ce qui concerne la reprise, effectivement... Le secteur, il y a des secteurs, ça va être formidable, l'événementiel, le tourisme, la restauration, ça, je pense qu'effectivement, ça va être un énorme boom. Et surtout en Ile-de-France. Hein. Et heureusement pour Et en eux. Ile-de-France, oui. Et après, il y a d'autres secteurs. Je crois savoir que, par exemple, dans le textile, l'industrie, très et mal. même tous les petits sous-traitants, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, il va y avoir de la casse majeure. Et on mesurera ça à l'automne prochain. quoi. À l'automne prochain. Vous êtes d'accord sur le textile ? Il y a beaucoup mais de patrons. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ceux qui font du textile en France, mais il y en a quelques-uns qui se plaignent là. D'habitude, il y a 60 000 défaillances d'entreprises en France. D'habitude. Oui, il y en a pas. Alors que oui, là, il n'y en a pas. Il y en a pas. Voilà. Donc, il y en a forcément qui vont revenir. Vous voyez que c'est un effet évident. d'optique. Voilà. Non, mais voilà, c'est quel prisme nous avons. Donc, il va y en avoir de toute façon. Après, je pense qu'il faut étaler cette crise, cette dette sur le temps, parce que sinon, on s'en sortira pas. Mais attendez, Dominique Restineau, je- il y a l'orthodoxie budgétaire, c'est très bien, c'est un sujet que les politiques utilisent, et l'expression, mais certains disent, et commencent à dire, vous allez voir, je pense que ça va monter. À Paris, quand on a un loyer de 9 000, 10 000 euros,
les 10 000 euros ne suffisaient pas. Oui, Mais quand on est à Fécamp, j'ai vu le cas. quand on est à Beaugency, quand on est à Chartres, 10 000 euros, certains disent, finalement, je m'en suis bien sorti. Mais je vous garantis. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu un effet d'aubaine? On avait le ministre hier, Pietraszewski. Je lui ai posé la question. Il dit non, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine. Est-ce qu'il y a eu un effet d'aubaine? Non, mais Donc le quoi qu'il en Attendez. coûte. s'il y a une aide, c'est pour qu'elle serve. Parce que s'il y a une aide pour qu'elle ne serve pas, ça ne sert à rien parle de la d'un mettre. effet d'aubaine. Non, je pense pas. Je pense que... Et moi, j'ai eu des commerçants, des restaurateurs qui, effectivement, ont eu ces aides et ça les a bien aidés. Il y en a d'autres. Vous êtes dans le 15e arrondissement. J'ai une collègue qui a une boutique. Les 10 000 euros, c'est le prix de son loyer. Nous sommes d'accord. Donc, ça ne suffit pas. Je vous parlais de Fécamp. Non, Des mais voilà. exemples, mais Alors- Fécamp, le loyer, il est à 1 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans Paris, et en Ile-de-France, et principalement dans Paris, parce que c'est quand même une zone tellement dense, c'est 62 000 commerces dans Paris quand même, il n'y a pas d'équivalent en France. Il y a forcément des gens qui vont se retrouver correctement. Globalement, ça se retrouve. Il y a des trous dans la raquette pour certains, certes. Je vous ai vu sourire, Marine Balançard. Je ne veux pas ouvrir de polémique artificielle, mais on nous a dit quoi qu'il en coûte. On est dans une année présidentielle. Difficile de retirer la seringue dans une période où les électeurs sont aussi des chefs d'entreprise, entrepreneurs. Ils sont. Oui. Comment on fait là? On continue du quoi qu'il en coûte, quitte à faire exploser notre dette. Mais là, ce n'est plus possible, le quoi qu'il en coûte. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. D'accord, ok. Oui, mais Je voilà. ne pas être d'accord, je ne suis pas Il va d'accord. falloir. Attendez, c'est une question quand même. En fait, longtemps, on a utilisé la métaphore médicale de dire la France et l'économie est sous assistance respiratoire. Ah, clairement. Et je crois, filons cette métaphore, il faut qu'on passe d'une assistance respiratoire à une phase orthopédique. C'est-à-dire qu'on arrête la respiration. C'est la rééducation, là. Là, il va falloir réapprendre à marcher et il y a beaucoup d'incertitudes parce que quand vous débranchez, vous ne savez pas si... Attendez, l'orthopédie qui paie, c'est l'entreprise ou c'est toujours l'État qui dit attendez, on va vous apprendre à rémarcher? Mais Parce que il doit y avoir cet accompagnement parce que sinon, dans les quoi mois qu'il en coûte. dans les mois Non, c'est le quoi qu'il en coûte qui n'est pas. le orthopédique qui va remettre cette machine en route parce que sinon, si on fait rien, si on arrête tout dans les 6 mois, bien sûr que ça va tomber. On n'aura rien fait de plus. À la limite, il fallait pas le faire depuis le Donc départ. c'est la transition qui est importante. Bien C'est sûr. l'accompagnement vers une reprise sans filet. Bien sûr. Mais il faut que le les quoi gens- qu'il en coûte, il vous choque, vous, ce mot là? C'est le quoi qu'il en coûte m'a toujours choqué. Par contre, si quelqu'un a réussi son travail pendant cette crise, c'est bien le ministre de l'économie, avec son soutien aux entreprises. C'est quasiment zéro faute. Du jamais Voilà. vu. Et du jamais vu dans notre histoire. Du jamais vu, un soutien sans faille, mais l'expression quoi qu'il en coûte est très choquante. Oui. Avant de nous quitter, vous avez vu, on avait le ministre hier qui nous annonçait, Laurent Pietraszewski en charge de la santé au travail, mais aussi des retraites, dont on n'a pas parlé sur le plateau, parce que pour l'instant les retraites, même si tout ça a été passé par le 49.3, rappelons-le, en 2020, il avait été stoppé par la crise Covid. Mais un 49.3 avait été utilisé pour faire passer une partie de la réforme. Parenthèse. Il nous annonçait 500 000 vaccinations en entreprise. Tout le monde était assez content autour de ce plateau sur les vaccinations pour remettre les gens au travail. Ça n'a pas bien marché, les vaccinations en entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Crestino? Ça a été long à l'allumage quand même. Hein. Ça a été long à l'allumage. Vous êtes prudent aujourd'hui. Hein. Non, je suis pas prudent. Ah non, je ne peux pas dire que je suis prudent. Que je sois prudent, pardon. Je pourrais même dire, pour dire à Marine, que certes, le ministre de l'économie a fait son job. Ça m'étonnerait que dans ce gouvernement, il y ait une décision qui soit prise sans l'accord du président de la République. Moi, ça m'étonnerait. Oui, il n'était pas en roue libre, Bruno Le Maire. C'était une équipe quand même. Macron qui décidait. Il me semble. Ça a patiné les vaccinations en entreprise. On nous avait dit, vous allez voir, tout va se faire en entreprise, tout le monde va être là. Ça Quand n'a pas vous êtes marché. en Île-de-France sur un mot d'ordre qui est le télétravail. Les gens, ils sont en télétravail. D'accord. Et ce qui cause d'ailleurs d'autres problèmes. Donc ça marche Mais pas. ils sont en télétravail. Donc là, on va commencer à faire revenir un petit peu de monde, un petit peu de vie, parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Les commerces, nous sommes dans les quartiers ici, nous sommes dans un quartier d'affaires. Je peux vous garantir. Touristique et d'affaires. Touristique et d'affaires. Ah, c'est vraiment... c'est à fond que ça marche pas, d'accord? Donc dès l'instant où il y a les gens qui vont revenir travailler, vous allez voir des restaurants qui vont réouvrir, des commerces qui vont réouvrir, et que ça va revenir dans une petite normalité. Donc ça n'a pas pu bien fonctionner. En plus, la vaccination n'est pas obligatoire. La vaccination, elle est fortement recommandée. Je le fais demain en ce qui me concerne. Bravo. Je le dis. Plus de 50 ans, hein, donc. Oui, je suis très content. Comment dire, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être vacciné. Je pense qu'il d'avoir faut être vacciné. petit QR code. J'aurai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Qui n'est pas un passeport vaccinal, mais évidemment. les chefs d'entreprise, ça ne sont pas... Alors, on peut recommander, on peut dire voilà comment on ferait, tout ça, je veux dire. Mais ça n'est pas une obligation dans les entreprises de dire aux salariés,
vous devez vous faire vacciner. Un mot de conclusion avant de nous quitter, comme ça en quelques mots, les semaines à venir. Est-ce que vous avez, à titre personnel, finalement, pour faire la boucle à notre débat, retrouver un peu le sourire? Parce qu'on a eu des moments de tristesse tous quand même, avec nos masques, avec nos inquiétudes de perdre un proche. Est-ce que là, cette espèce d'objectif du 19 mai qui fait qu'on pourra aller prendre un café pour discuter, est-ce que malgré tout, ça nous remet un peu de sourire, un peu de baume au cœur, malgré ce contexte un peu sombre? Moi, j'aurais préféré que ce soit le 18, mais à part ça... Bon, ok, très bien. C'est un mercredi le 19. Oui. D'accord, vous préférez le mardi? Non, le 18. Le 18. Je vous expliquerai, Arnaud. Ah, super. Il y a un code là. Oui, moi, à titre personnel, effectivement, on a tous envie de sortir de cette période. Moi, je suis journaliste et par ailleurs, je suis conférencier. J'ai envie de reprendre les conférences. J'en ai marre de faire du Zoom, quoi. Les interviews en Zoom, les conférences en Zoom. C'est l'enfer. bien gentil, mais à un moment donné, on a envie de changer ça, quoi. Vous, vos clients, votre vie? Moi, je suis entrepreneur, donc c'est pareil. J'ai essayé de rester optimiste et je le suis toujours. Voilà, mais j'ai conscience que c'est un... C'est le quoi qu'il en coûte qui ne passe pas. C'est le quoi qu'il en coûte. Et puis la perspective, mais j'espère que ça n'arrivera pas, de reconfinement, confinement entre guillemets, mais de restriction à nouveau. Je n'ai pas nouveau. osé le dire. Voilà. Parce qu'il y a quand même... Qui serait dramatique. Qui serait dramatique moralement et émotionnellement. Politiquement. Les chiffres sont hauts, hein, si je peux me permettre. On est encore assez haut en termes de contamination, en termes de personnes en réa. C'est pour ça que la perspective de la vaccination, c'est ce qui rassure le plus les entrepreneurs et les... Oui. Et les chiffres, le gouvernement suit les chiffres qu'il avait annoncés, il est même au-delà même de ce qu'il avait annoncé. Je crois que le gouvernement... On spécule quand même sur une visibilité qui est très courte. Ouais. Et finalement, on n'a pas énormément de champ. Hein. Oui, mais le politique va dernier mot. l'emporter de toutes les façons. C'est le politique qui va exactement ce que guider vous disiez au début les du prochains débat. mois. Oui, Voilà. Nous sommes entrés dans une phase présidentielle où les sujets, le dur est passé un peu sous le tapis. Mais Merci. je peux vous dire, mon cher Arnaud, que j'ai hâte de pouvoir déjeuner sur une terrasse dans Paris. Et je vous souhaite évidemment, je vous souhaiterai le 18 mai un bel anniversaire. Merci Arnaud. Voilà, c'est pour ça que Dominique Cristino, parce qu'il y a des équipes derrière en régie qui travaillent, et c'est votre anniversaire. Donc on vous le souhaitera quand vous viendrez. C'est gentil. Mais ce sera pas le C'est gentil. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation de conseil Ariséal, je l'ai bien dit. Oui. Et spécialiste en tout cas, une réflexion approfondie sur la notion de décision. C'est quelque chose qui vous habite. Merci à Mathias Leboeuf qui va reprendre les conférences en vrai. Merci d'être venu sur le plateau, journaliste, je vous le souhaite, et philosophe. Et Dominique Cristino, président de la CCI Paris, fondateur de MoveJ, qui est un mouvement de tutorat, d'accompagnement, de mentorat. De mentorat. Mentorat pour Chaque entrepreneurs. fois, je me prends un coup de règle sur les doigts. On termine notre émission par le livre de Smart Job. C'est tous les vendredis. C'est le manager intermédiaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui est un peu entre deux cymbales, qui est à la fois dans la salle des machines et qui a en même temps les ordres de la direction. C'est parfois intenable, la vie de manager. Et bien un coach, qui l'a été elle-même, Cécile Demailly, est notre invitée. Elle sort un livre sur un guide de survie du manager intermédiaire. Oui, c'est un peu l'enfer, ce métier. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job, j'ai présenté Cécile Demailly. Elle est avec nous, bien assise, heureuse d'être avec nous. Oui, bien sûr. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parce que j'ai lu votre livre Manager intermédiaire, le guide de survie, 55 outils et méthodes pour éviter d'être pris en étau. Moi, je parle de cymbales. Il sort et il est sorti aux éditions Erol. Vous racontez, alors vous êtes coach, aujourd'hui vous accompagnez, mais auparavant vous avez été manageuse. D'ailleurs vous vous excusez sur le fait de ne pas avoir fait d'écriture inclusive, c'était intenable. Oui. Et vous racontez une anecdote assez troublante, vous dites d'ailleurs moi-même, on ne voulait pas travailler avec moi parce que j'étais une femme, les secrétaires disaient non, je ne peux pas bosser avec elle, c'est une femme. Il était intégré dans le cerveau de ceux qui étaient des assistantes qu'on ne pouvait pas avoir une femme chef, c'est ça ? J'étais là, on était deux en France sur une soixantaine pour cet épisode-là de managers. Et du coup, non, ça passait pas, quoi. Ça passait pas. C'est intéressant, manager intermédiaire. D'abord, une question par rapport à votre livre pour peut-être le globaliser. Il y en a encore, c'est un métier en voie de disparition, parce que si vous expliquez un petit peu, c'est un peu compliqué, manager intermédiaire. Ah ouais, c'est très compliqué pour eux. Alors, je vous rassure, il y en a encore et il en faut. Il en faut, c'est nécessaire, parce que si vous n'en avez plus, vous perdez toute une adaptabilité de l'entreprise, vous perdez toute une souplesse pour faire face à tout ce qui se passe en ce moment, toutes les accélérations, etc. Oui, il y en a encore, bien entendu. Vous dites qu'il est quand même souvent coincé, parce que il est quand même, il subit
il subit et il doit exécuter des ordres qui viennent du CEO, d'une hiérarchie assez pyramidale. Et puis en même temps, il est coincé parce qu'il doit aussi faire appliquer, donc il doit trouver ses propres méthodes. Qu'est-ce qui est plus compliqué aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les ordres sont plus rudes, parce qu'on a besoin d'aller plus vite, parce que l'entreprise s'est transformée? Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il est un peu lâché de toutes parts. Quand la grande entreprise est née, il y a une centaine d'années, il était vraiment l'émanation de la direction. Des décisions de la direction. Oui, des décisions de la direction. Et en même temps, il était protégé. Il passait toute sa vie dans l'entreprise, il montait en grade, il connaissait bien le business. C'est plus du tout ça. On n'est plus du tout dans ce monde-là. Là, il est en danger. Pour vous, il est un peu en danger? Alors, il est en danger, oui, parce qu'il est pas protégé. Il est de la part de la direction, souvent, ça n'est qu'un pion, malheureusement. Un pion qui doit quand même faire appliquer la stratégie, mettre en musique la stratégie, mais ça n'est quand même qu'un pion, il n'est pas protégé. De la part des équipes, il est un peu vu comme l'émanation de la direction, donc on s'en prend à lui quand ça ne va pas. Donc il est assez seul. Et sous pression quand même des équipes du bas, parce qu'il faut préciser que quand vous parlez du manager intermédiaire, quand j'ai commencé à lire le livre, je pensais que c'était le manager d'équipe. Non, c'est celui qui est un peu au-dessus du manager d'équipe. Voilà, alors dans les petites entreprises, ça peut être aussi un manager d'équipe. Voilà. Mais dans les grandes entreprises, oui, c'est vraiment entre eux, c'est un manager de manager. De manager, on est bien d'accord. Et ce manager de manager, il est lui-même sous pression d'équipes du bas qui lui disent « ce que tu me demandes, c'est pas tenable ». Exactement, et il le sait. Mais c'est son job de demander. Mais le livre que vous écrivez pour les aider, c'est quoi? C'est quoi le conseil que vous leur donnez je dirais la matrice principale, c'est quoi? C'est être zen, faire beaucoup de méditation, c'est de faire des bonnes nuits parce que c'est dur? Oui, c'est un peu tout ça à la fois. Enfin, ça va un petit peu plus loin. Bien sûr. C'est tout un tas d'outils. En fait, le livre s'adresse vraiment aux managers intermédiaires eux-mêmes pour qu'ils se recentrent sur eux et qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour arriver à survivre à tout ce qui se passe. Mais jusqu'où il doit aller? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit se dire mais j'ai ma limite, là on me demande de faire quelque chose. Ouais. Même le CEO sait très bien que ce qu'il me demande n'est pas tenable ou difficilement jouable, parce que le CEO, vous le racontez, il est lui-même tenu par des actionnaires qui donnent des ordres et qui fixent un peu les règles stratégiques. Donc en fait, le manager dit mais tu sais très bien que ce que tu me demandes n'est pas... Et puis finalement, il va devoir le faire. À quel moment il peut dire non? Un peu comme un soldat qui dit cet ordre, je ne le ferai pas. Il doit avoir ses valeurs. Il doit. C'est toujours, en fait, c'est les fameux paradoxes de je gagne mon salaire et je fais le job pour lequel j'ai été embauché, mais en même temps. J'ai mon point de vue, j'ai une éthique. J'ai mon libre arbitre aussi. Voilà, j'ai mon libre arbitre. Mais si de temps en temps, j'exerce mon libre arbitre, ça veut dire que peut-être je vais perdre mon job. Oui, ça, c'est pas facile. Oui, la porte, elle est là. Si tu exerces. Exactement. Et ça, c'est ça le danger. C'est pas facile. La nouvelle génération qui arrive, qui cherche du sens, qui cherche des entreprises qui donnent du sens, ça aussi, ça déboussole le manager intermédiaire qui, lui, est plutôt sur le business, sur le chiffre. Ouais, alors, je vais vous raconter un épisode intéressant à ce sujet-là. C'est vrai que la nouvelle génération, les jeunes, ne sont pas faciles à motiver ou à engager simplement avec un beau logo, une belle entreprise. Ça marche plus. Donc, les managers intermédiaires aujourd'hui ont beaucoup de mal à comprendre ces jeunes et comprendre comment les motiver, comment les engager, comment les garder, comment les développer. Et en même temps, un des premiers lecteurs qui a 45 ans, qui est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai travaillé dans le passé, m'a envoyé un petit mot en me disant « Mais écoute, j'ai vraiment un problème parce que je suis en train de lire ton paragraphe sur les jeunes générations. Les millenniums. Ça me perturbe, je me reconnais. » Il a 45 ans. Il a 45 ans. Je lui dis, écoute, très jeune dans ta tête. Voilà, tu es très jeune dans ta tête, ça ne m'étonne pas de toi, mais d'un autre côté, on sent, alors la pandémie a un peu exagéré ça, mais c'est vrai qu'on sent cette perte de sens chez un peu tout le monde, pas uniquement chez les jeunes. Merci Cécile de Mailly, je suis un peu frustré parce que je serais bien resté avec vous plus longtemps. Lisez ce livre, c'est un livre très écrit aussi avec des schémas, des explications très pratiques aussi. Oui. Ce n'est pas qu'un livre pratique, c'est aussi un livre d'expérience et vous le racontez à travers vos expériences, l'expérience d'autres que vous citez d'ailleurs en préface, dont Xavier Bertrand d'ailleurs. J'ai vu que vous citiez et que vous remerciez Xavier Bertrand. D'accord. C'est vrai ? Oui. C'est ça. Oui, non, mais j'ai bien lu. Merci d'être venue sur notre plateau, Cécile de Mailly. Préface de François Dupuis, manager intermédiaire, guide de survie.
Dites donc, il faut être commando en fait maintenant pour être manager intermédiaire. 55 outils et méthodes pour éviter d'être pris en étau, édition Erol. C'était notre livre et coup de cœur de Smart Job pour cette semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. J'étais très heureux d'être avec vous. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Valentin pour l'accueil invité. Merci à Romain Lic pour sa rigueur et sa réalisation. Et merci à notre ami réalisateur Guillaume. Voilà, toute l'équipe est au complet. Je les remercie. C'était un plaisir. Merci pour vos réactions et votre fidélité à notre émission. Bye bye. À lundi.